Le but d'une attraction, quelle qu'elle soit, c'est de procurer des sensations, de vaincre ses peurs, dépasser ses propres limites. À chaque tour, ces monstres d'acier promettent des virées repoussant toujours plus loin les lois de la physique. Mais une erreur, un détail, et la fête peut vite tourner au cauchemar. On se marrait bien. Et puis tout d'un coup, tout a dérapé. Et à ce moment-là, on entend un bruit de métal, un bruit très sec, très dur, un bruit de casse. Et puis ça fait clac et il s'arrête. Et on est la tête en bas. Conçues dans des dimensions parfois titanesques, les attractions permettent de tester nos limites. Et l'espace d'un instant, tromper la mort pour le plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas la chance de vivre tous les jours. C'est une sensation incroyable. Ça rend joyeux, ça rend euphorique. Alors, comment expliquer que ces machines, imaginées par les plus grands ingénieurs et construites selon des normes à la pointe de la sécurité, puissent faillir à ce point? Ce qu'on redoute le plus, évidemment, c'est qu'il y ait des blessés. Tout gonfle, c'est une pression comme ça qu'on sent dans la tête. J'ai cru que je pourrais me tenir à quelque chose, mais à 100 km/h, on ne peut s'accrocher à rien. Qu'ils soient victimes, constructeurs ou experts, tous ont accepté de revenir sur ces accidents majeurs de l'industrie des loisirs. Et donc effectivement, on a commencé à avoir des t-shirts qu'on lançait, des chaussures tombées, des gens qui commencent à crier. La rouille qu'on voit, c'est celle qui n'est pas dangereuse. C'est celle qu'on voit pas qui est dangereuse. Comment ces attractions sont-elles conçues et entretenues? Et il y a des calculs importants qui sont faits, des calculs très stricts avec des coefficients de sécurité. La maintenance, les vérifications, resserrer, vérifier, lubrifier, c'est la base presque. On pense toujours que les experts sont irréprochables, mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Quels éléments, souvent invisibles aux yeux de tous, peuvent être la cause d'accidents parfois tragiques? Pourquoi ces vis sont tombées? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand vous trouvez quelque chose, vous ne pouvez pas l'ignorer. Les petits problèmes finissent toujours en catastrophe. Prenez votre ticket et embarquez pour un nouveau tour dehors de contrôle. Grand 8, booster ou encore chaise volante. Pour résister aux forces puissantes auxquelles elles sont soumises, ces machines impressionnantes, construites avec le plus grand soin, bénéficient d'une maintenance régulière. On a vraiment, en termes de qualité aujourd'hui, des produits qui sont arrivés sur le marché depuis une quinzaine d'années, qui sont vraiment très très poussés en termes de sécurité et en termes de qualité. On a des machines très sécurisées. Si on prend une montagne russe et qu'on dit que c'est un moyen de transport au même titre que la voiture, que l'avion, et ben en fait, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Quand on se rend dans un parc d'attractions, dans une fête foraine, et ben on a plus de chances d'avoir un accident très grave sur la route que dans les attractions qu'on va faire par la suite. Tout le monde croit que les attractions sont sûres parce qu'elles sont construites et contrôlées par des ingénieurs. Et même si elles vont à toute allure, les gens montent dessus pour se faire peur, pas pour se faire mal. Malgré toutes ces précautions, il arrive qu'un grain de sable puisse tout compromettre. On ne doit jamais prendre la rouille à la légère. Et quand l'accident survient, il est souvent spectaculaire. Columbus, dans l'Ohio, au nord-est des États-Unis. Sur ces images tournées par la chaîne américaine NBC4, les opérateurs sont à pied d'œuvre à la foire d'État de l'Ohio pour faire les vérifications techniques réglementaires. Le Fireball, comme les 76 autres attractions du parc, reçoit l'autorisation d'accueillir du public. Conçu comme un pendule, le Fireball est ce que les forains appellent un booster. Soutenu par 4 pylônes en acier, son bras central oscille de droite à gauche selon un angle de 120 degrés.
projetant les passagers jusqu'à 22 mètres au-dessus du sol. Cela ressemble à un bras, avec au bout une structure en forme de main, et le centre de cette main tourne sur lui-même. On appelle aussi le Fireball la griffe sauvage. Et peut-être que griffe sauvage, c'est plus approprié pour parler des mécanismes et des sensations qu'il procure. C'est un manège à sensations fortes. 6 nacelles de 4 passagers sont reliées au bras central. Elles effectuent des rotations qui viennent s'ajouter au balancement de la structure. La force ressentie atteint les 5,2 G, l'équivalent de celle d'un avion de chasse. Il existe des forces G positives et des forces G négatives. Les forces G positives correspondent aux forces ressenties quand on est poussé au fond de son siège. Alors que les forces G négatives, c'est quand vous êtes entraîné dans la direction opposée et que vous avez l'impression de flotter dans votre siège. C'est une sensation incroyable. Cela rend joyeux, ça rend euphorique. Ce sentiment d'euphorie, c'est ce que recherchent Tyler et Kezia, tous deux âgés de 18 ans. Nous sommes le 26 juillet 2017. Les deux amoureux ont prévu de passer la soirée à la fête foraine. Le Fireball est l'une de leurs attractions favorites. Il avait 16 ans, je crois, quand on s'est rencontrés. Et à l'époque, il avait ce petit air geek, avec ses lunettes et son grand sourire. Je me suis tout de suite sentie à l'aise avec lui. J'étais là, waouh! Mais ce qui devait être une soirée festive et joyeuse est brutalement interrompu. Je me souviens d'aller à la foire, mais c'est tout. Et puis je me suis réveillée à l'hôpital. Il est 19h20 quand Kezia et son ami Tyler embarquent à bord du Fireball. Comme des centaines d'autres passagers avant eux, ils ont toute confiance dans cette machine apparemment solide et bien entretenue. Il faut dire que l'attraction a un atout de taille pour rassurer ses visiteurs lorsqu'ils s'installent. Ses sièges. En forme de coque et dotés d'un harnais, l'assise est conçue comme celle d'un bolide où tout a été calculé. Vous avez un harnais qui vous bloque les épaules et vous avez sur les sièges une forme un petit peu arrondie comme ça qui revient et qui vous bloque les jambes en fait. Donc d'un côté le bassin est bloqué et de l'autre côté le harnais vous prend au niveau des épaules et vous bloque dans la nacelle. Donc à partir du moment où vous êtes installé dedans, vous pouvez à peine bouger. Installés côte à côte, Tyler et Kezia sont prêts à partir. À cet instant, ils ignorent tout du danger qui pèse sur eux. À l'intérieur du bras sur lequel leur nacelle est fixée, le métal est rongé par un ennemi invisible, la rouille. On ne doit jamais prendre la rouille à la légère. Vous n'avez qu'à demander à votre dentiste ce qui arrive quand on arrête de se brosser les dents. Eh bien, on perd ses dents. Sur une attraction, c'est pareil. On perd des pièces. D'ordinaire, les bras du Fireball ont une épaisseur de métal supérieure à 3 mm. De quoi assurer la portance des nacelles. Cette photo, réalisée le jour de l'accident, montre l'intérieur du bras du Fireball. Rongé par la rouille, l'épaisseur du métal n'est plus que de 1/2 mm, soit 6 fois moins que la normale. La structure du bras est considérablement affaiblie. L'eau, ça rouille, et la rouille, ça ronge les structures. Et c'est ce qu'il s'est passé pendant des années. Si ma mémoire est bonne, cela fait bien 20 ans que cette attraction est en service. Comme beaucoup d'autres attractions de fêtes foraines, le Fireball est une structure mobile et repliable, soumise aux aléas de la météo. Pendant son transport et son stockage, l'eau s'infiltre dans les parties métalliques. Sans intervention, elle stagne durant des mois et ronge la structure de l'intérieur, qui ne bénéficie d'aucun traitement pour la protéger. Ça va attaquer en fait l'acier qui est constitué de fer, parce qu'en fait c'est le fer qui va s'oxyder avec l'humidité, avec le dioxygène de l'air, et vous allez finalement avoir une couche d'oxydation qui va se former, et cette couche va affaiblir le matériau.
Mais la corrosion est un problème bien connu des propriétaires de manèges. Et traitée à temps, elle ne pose aucun problème. Seulement la rouille se loge partout. Et sur le Fireball, elle n'est pas apparente. La rouille, c'est surprenant parce qu'il y a des endroits où on ne va pas la voir et elle est là. La rouille qu'on voit, c'est celle qui n'est pas dangereuse. C'est celle qu'on ne voit pas qui est dangereuse. Malheureusement, ce genre de dysfonctionnement, à l'œil nu et en vérification simple, il est invisible. Ça, c'est quelque chose d'évident parce qu'on ne peut pas voir vu que ça se passe à l'intérieur de ce bras en métal. Ken Martin contrôle la sécurité des manèges. Selon cet expert, vérifier l'intérieur d'une attraction est une action non seulement possible techniquement, mais aussi indispensable à la mise en service d'une attraction. On veut inspecter ce qui est devant nos yeux, bien sûr, mais aussi inspecter ce que les yeux ne voient pas. En fait, on veut avoir accès à ce qui est caché. Comment peut-on voir si une attraction est rouillée de l'intérieur? On a un outil qui permet de s'infiltrer dans la structure par un trou. C'est la même chose qu'un docteur qui voudrait voir ce qui se passe dans votre corps pendant une opération. On peut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il y a un test qu'on peut faire aussi. C'est comme une échographie, la même que pour les femmes enceintes. On peut voir à l'intérieur et mesurer l'épaisseur du métal. Pourtant, ce 26 juillet 2017 au matin, une équipe de contrôleurs indépendants est bien venue contrôler le Fireball. Mais cette vérification est restée superficielle. En apparence, rien ne posait problème. Tous les contrôleurs ont été négligents. Sur les 6 qui ont examiné le Fireball, tous l'ont approuvé. Et ces inspecteurs sont censés être les meilleurs du pays? Je ne crois pas. Non. Et pour les passagers du Fireball, les conséquences de cette négligence vont être terribles. « 19h23. Ça y est, le Fireball est lancé. Sa vitesse progresse par paliers. 25% de puissance au départ, 50%, puis rapidement 100%. Projetés dans les airs, les passagers, dont Kezia et Tyler, atteignent les sensations recherchées. Mais 45 secondes après le démarrage, l'impensable se produit. Difficile de comprendre ce qu'il vient de se passer tant l'accident a été rapide et brutal. Au moment de la redescente, le bras supportant la nacelle de Kezia, Tyler et de leurs 2 voisins s'arrache et tombe à terre. Le choc ouvre les harnais de Kezia et Tyler, mais le Fireball, lui, continue d'avancer. La nacelle face à eux les percute. Elles projettent leur propre nacelle contre une structure au sol et emportent les 2 adolescents, désormais sans attache, à 15 mètres au-dessus du sol. Au moment où la nacelle se désolidarise du reste de l'attraction, donc au moment où le bras qui maintient la nacelle casse net, en fait on a donc 2 harnais qui vont donc s'ouvrir et donc 2 personnes qui vont tomber de l'attraction et 2 autres personnes qui se trouvent dans cette même nacelle, toujours accrochées, toujours maintenues et qui vont s'écraser donc plus bas en contrebas de l'attraction. « 19h30. Sur place, le chaos règne autour du Fireball. Le bilan est lourd. 7 blessés graves, dont Kezia au pronostic vital engagé. Je me suis cassé le dos à 2 endroits, le haut et le bas de ma colonne. Je me suis aussi cassé le bassin, la hanche et le poignet, et puis aussi le cou et une épaule. Tyler, quant à lui, n'a pas survécu au choc. Je me rappelle avoir demandé à ma mère « Où est Tyler ?» Et elle m'a répondu « Il fait partie de ceux qui ne s'en sont pas sortis. » J'étais sans voix. Après ce drame, tous les regards se tournent alors vers le constructeur. L'expertise montre que sur le Fireball, rien n'a été pensé pour évacuer l'eau des structures métalliques
et prévenir la formation de rouille. La structure doit être conçue de telle manière que l'eau ou l'humidité ne puissent pas s'accumuler à l'intérieur. Parce que l'eau et le métal ne font pas bon ménage. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir des trous de drainage ou d'évacuation sur des structures en acier pour que l'eau puisse passer. Car si elle stagne, elle crée de la rouille et tout peut arriver. Non seulement des vies ont été bouleversées, mais une personne est morte à cause de ces négligences. Il est temps que les choses changent. Après 3 ans de combat, la mère du jeune Tyler fait passer une loi en Ohio portant le nom de son fils décédé. Cette loi durcit les contrôles des attractions. Mais si cet État s'est plié à des règles strictes, ce n'est pas le cas partout. Aux États-Unis, les normes de sécurité ressemblent à un fourre-tout fait de pièces rapportées. Ils ont telle norme en Utah, telle norme au Maryland et encore d'autres en Floride. C'est un vrai méli-mélo de règles. Il arrive aussi qu'en présence d'équipes compétentes et de normes strictes, certaines attractions voient l'accident surgir de nulle part. Un aller simple pour une destination terrifiante. Nous sommes en Belgique, dans le parc d'attractions de Wavre. À l'intérieur de ce bâtiment, le Psyché Underground. Une montagne russe entièrement couverte fait frissonner ses voyageurs avec un circuit à l'aveugle, dans le noir total. Il n'y a pas que les visiteurs qui ont des sueurs froides. L'exploitant lui-même a eu très peur avec cette machine. C'était en 1997. Le Psyché Underground s'appelait alors le Sirocco. À cette époque, l'attraction est à l'air libre. Elle fait la réputation du parc où elle est installée. C'est l'attraction phare du parc, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à sensation à ce moment-là. En service depuis une quinzaine d'années, le Sirocco est ce que les ingénieurs appellent un shuttle. Une montagne russe de 220 mètres de long, avec un looping de 27 mètres de haut, dont le circuit n'est pas une boucle, mais un aller-retour. Une particularité rendue possible par la présence de 2 flèches situées de part et d'autre de la structure. Première du genre en Europe, l'attraction se distingue des autres montagnes russes par son accélération au démarrage. Une vitesse de 85 km/h atteinte en seulement 3 secondes. De quoi être littéralement cloué au siège. Le principe est le même que celui du porte-avions. Pour aller aussi vite sur une courte distance, l'engin est catapulté vers l'avant. Cette attraction était déjà une attraction mythique. Une des raisons, c'est que le nombre de jets qu'on reçoit sur son corps, donc l'accélération qu'on subit, est extrêmement forte. Et il n'y a pas d'autre attraction qui donne une accélération aussi forte. On compare ça en général à l'accélération qu'on subit quand on conduit une Formule 1. D'un coup, on est propulsé à 80 km/h et alors on attaque la boucle directement. Donc on est un peu sans dessus-dessous, on monte et puis tout repart à l'envers. Donc ça met quand même pas mal de sensations dans le ventre, quoi. Je m'appelle Jérémy Greb. Et j'ai fait partie des passagers dans le Sirocco. Âgé de 15 ans à l'époque, Jérémy est un habitué du parc. Le mercredi 27 août 1997, il enchaîne les tours à bord du Sirocco avec un ami. On arrive à la fin de la journée,
le parc va bientôt fermer, nos parents vont bientôt arriver et on se dit on va faire une dernière fois le Sirocco. Il est 16h45 quand la sirène retentit. Jérémy et son ami s'installent à l'arrière du train. C'est parti pour le tout dernier tour de la journée. Le train part d'un coup et bizarrement, l'accélération n'est pas comme d'habitude. On ne ressent pas les mêmes sensations, ça va moins fort. Mais bon, sur le moment, on ne tique pas tout de suite, on profite de l'attraction, donc on ne fait pas plus de réflexion que ça. Lancé sur les rails, le convoi passe le premier looping. A priori, tout fonctionne, même si le Sirocco avance moins vite que prévu. Et pour cause. Durant le démarrage, un boulon du pousseur, cette pièce permettant de catapulter le train au départ, a cassé. Le lancement ne s'est donc pas fait jusqu'au bout. On fait le tour et on ne monte pas assez haut, on monte beaucoup moins haut que d'habitude, pour après repartir en arrière. À cet instant, le train effectue un rollback. Entraîné par la gravité, il fait marche arrière pour retrouver le looping. Seulement une fois arrivé au sommet de la boucle, le train rencontre un problème. Et puis ça fait clac et il s'arrête. Et on est la tête en bas, bloqué. 16h46. Une minute après son lancement, le Sirocco et ses 27 passagers sont bloqués au point culminant du looping, à près de 30 mètres au-dessus du sol, la tête en bas. Pour Dominique Fallon, administrateur du parc, l'annonce de l'incident ressemble à un cauchemar. Ce qu'on redoute le plus, évidemment, c'est qu'il y ait des blessés, ou éventuellement même des décès. Ça, c'est bien sûr le seul point qui est vraiment important à ce moment-là. À 16h55, on reçoit un appel en provenance de la centrale d'urgence qui nous signale un incident au sein du parc Walibi. À l'époque, Philippe Vosdeval est lieutenant des sapeurs-pompiers. Lui et sa brigade sont les premiers à se rendre sur place. À notre arrivée, c'est un peu confus, un peu chaotique. Et on ressent une certaine tension. Tout de suite, on constate ce wagon qui est bloqué à 28 mètres de haut, avec plus d'une vingtaine de personnes la tête en bas. Une des premières questions, c'était de savoir quels risques encouraient les personnes. Se retrouver la tête en bas, les amateurs de looping connaissent bien cette sensation. Mais jamais plus de quelques secondes. Si cela dure longtemps, des problèmes graves peuvent survenir. Perte de conscience, asphyxie ou encore œdème cérébraux. Ajoutez à cela la claustrophobie qui pourrait pousser certains à vouloir s'extraire par eux-mêmes des wagons et vous obtenez une situation potentiellement incontrôlable. Si des lésions ne sont pas à craindre, le fait d'avoir la tête en bas, il y a des phénomènes annexes, connexes. C'est la panique, la tension qui augmente. Vraiment, on ne sait rien. On voit juste les gens courir, les gens discutent entre eux. Il y a le directeur du parc qui est là, mais on ne nous dit rien. Rien du tout. Et puis tout doucement, tout le monde commence à paniquer un petit peu. Et donc effectivement, on a commencé à avoir des t-shirts qu'on lançait, des chaussures tombées, des gens qui commencent à crier. Oui, vraiment, voilà, un effet de panique commence à s'installer. Difficile pour certains de gérer leurs émotions. Situé 2 rangs devant Jérémy, un jeune homme est au bord du malaise. Il y a une personne qui, à un moment, commence à paniquer et crie. Et donc, on essaye vraiment de lui dire que ça va aller, qu'il faut tenir le coup. Mais on ne sait rien faire. De nouveau, on est coincé. Les pompiers comprennent qu'il est urgent d'intervenir. Ils passent alors en revue plusieurs stratégies. Une des solutions, une des nombreuses solutions, ça avait été de sécuriser d'abord les 27 personnes. Donc, quand je dis les sécuriser, c'est avec à l'aide de harnais, de cordes, de sangles, d'être certain qu'elles soient sanglées au wagon. Et après, on aurait pu imaginer de sectionner, de couper la barre de sécurité pour libérer la personne. Mais c'est une manœuvre qui aurait pris un temps énorme, plus de 4 ou 5 heures. Donc cette piste a été écartée.
Une solution d'autant plus risquée que les pompiers ne disposent d'aucune information technique sur ces barres de sécurité. Est-ce un système pneumatique, hydraulique, mécanique? Est-ce que ce système se libère après un certain temps? Est-ce que si on commet une mauvaise manœuvre, on risque de libérer ces harnais de sécurité? La crainte, c'était que les barres de sécurité, en fait, se libèrent non pas pour 2 personnes, ni même pour 4 personnes, mais pour l'ensemble du train. Auquel cas, on aurait connu une catastrophe. Pendant ce temps, les passagers bloqués observent la scène de leur point de vue improbable. Tout le monde court, et il y a des talkie-walkie dans tous les sens. Et puis nous, on peut faire qu'observer. Donc on regarde et on voit des fourmis qui courent partout. Alors on entend aussi des pompiers qui disent on ne trouve pas, il n'y a rien qui marche. Bon, ça met pas l'ambiance dans le train du tout. 17h45. Cela fait maintenant 1 heure que le Sirocco est immobilisé au milieu du looping. 1 heure que Jérémy et les 26 autres passagers attendent, le corps à l'envers, qu'on les délivre. Des douleurs apparaissent et deviennent difficiles à supporter. Tout gonfle, on sent les... c'est une pression comme ça qu'on sent dans la tête, je ne saurais pas décrire plus que ça. Les yeux on a l'impression que les yeux gonflent, c'est très désagréable. Ouais. Les passagers doivent prendre leur mal en patience. Faute de pouvoir intervenir sur les barres de sécurité, les pompiers cherchent l'origine du problème. Nous, on suppute éventuellement une roue qui a cassé, un axe de roue, un essieu qui a cédé, un obstacle dans le rail, un système de freinage de sécurité qui se serait déclenché. Par quel mystère le train s'est-il arrêté au beau milieu d'un looping? Les pompiers ne trouvent aucune raison apparente. Pas de fissure, pas d'objet parasite. Rien n'empêche la progression du train. La nacelle monte et le pompier arrive à notre hauteur. Et on entend qu'il regarde, qu'il chipote un petit peu sans trop oser toucher le train. Reste une explication, mais elle est à peine croyable. En arrivant au sommet, le train a tout simplement trouvé son point d'équilibre. Normalement, au sortir de la flèche, la vitesse du Sirocco lui permet de lutter contre la force de gravité et de passer la boucle. Mais à cause de son lancement raté, le train a progressivement ralenti jusqu'à s'arrêter à l'endroit précis du looping où toutes les forces s'annulent. Il est en parfait équilibre. C'est un incident, malheureusement, qui défie, on va dire, toutes les lois de la physique, puisque le train s'est parfaitement équilibré au sommet du looping. À ma connaissance, c'est vraiment la première fois que ce genre d'événement se produit. Après, c'est arrivé que des attractions se bloquent à un endroit sur un parcours faute de vitesse, mais ça reste sur des surfaces planes ou dans un virage, dans le creux, quelque part, parce que le train va repartir en arrière et va se loger en fait sur le point le plus bas du circuit à ce moment-là. Mais là, vraiment, c'était exceptionnel. On n'avait pas imaginé qu'il soit possible, ni le fabricant, ni nous-mêmes, que le train pouvait s'arrêter juste à l'envers, au sommet de la boucle. Si le Sirocco n'est pas bloqué, il peut donc repartir. Mais déplacer un véhicule si lourd, et dans une configuration comme celle-ci, est une opération extrêmement délicate. Les pompiers envisagent d'abord de tirer les wagons à l'aide d'une corde attachée à l'avant du train. Mais l'engin est trop lourd et l'opération piétine. L'angoisse monte de plus en plus parce qu'on se dit il n'y a rien qui marche, donc qu'est-ce qu'ils vont trouver comme idée, quoi. 18h15. Le temps presse. Les 27 passagers attendent depuis maintenant 1h30. Reste une ultime solution. Pousser le train à l'aide d'un vérin hydraulique. Cet instrument semble être le seul capable d'exercer une poussée suffisamment forte pour déplacer les 7 tonnes de l'engin. Le matériel est donc embarqué sur une nacelle et placé contre l'arrière du train.
Nous, assis dans le train, on est tous dos à ce que le pompier a fait. Et donc on n'a rien vu, on ne sait pas ce qu'il a installé derrière. On sait qu'il a chipoté, qu'il y a eu du bruit, mais on n'a rien vu. On a toujours à ce moment-là quand même une inquiétude de dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui va survenir, qu'on n'a pas vu jusque maintenant. Et ils essayent comme ça, sans prévenir, sans dire attention, on va démarrer ou quoi. Non, non, non. Ils disent rien. Et d'un coup, on est décalé. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel puissance 1000 parce que on pense qu'on se décroche et qu'on tombe. 18h20. L'opération est réussie. Sous l'effet du vérin hydraulique, le train a enfin quitté son point d'équilibre. Alors quand ils arrivent au sol, évidemment, il y a une espèce de liesse de bonne humeur, de cris de joie, d'applaudissements. C'est un soulagement total pour tout le monde. Bien évidemment pour les victimes, mais je peux vous garantir que pour les intervenants aussi. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer, même si l'heure et demie passée la tête en bas nécessite un contrôle médical. Pas de quoi effrayer les prochains visiteurs. À sa réouverture, le Sirocco redouble de popularité. Quand on a rouvert l'attraction après 3 semaines, ce qu'on a constaté très vite, c'est que l'attraction avait encore plus de succès que précédemment. Et les jeunes qui étaient dans le train 3 semaines après disent « Ah, vous ne pouvez pas arrêter le train de nouveau à cet endroit-là pour vivre la même aventure. » Quant au Sirocco, il a prouvé sa robustesse. Bien conçu et entretenu de manière régulière, l'attraction a su faire face à une casse imprévisible. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que cette attraction est quand même très très sûre. Et que le système des barrières, non seulement des barrières, mais l'attachement des wagonnets au niveau du rail, a permis qu'il n'ait en fait qu'une gêne, certes. 1h30, c'est pas drôle, mais j'ai pas vu de blessés sur ce manège-là. Pourtant, il arrive que la solidité des matériaux ne suffise pas à empêcher le drame. Un défaut de conception, un manque de vigilance, et ces manèges à sensations fortes, que nous croyons infaillibles, peuvent subitement se transformer en machines infernales. Je me souviens avoir été projeté hors du wagon. Et puis, plus rien. Juin 1986. Edmonton, en Alberta, à l'ouest du Canada. Comme le montrent ces images amateurs tournées à l'époque, la ville possède alors le plus grand centre commercial d'Amérique du Nord, le West Edmonton Mall. À l'intérieur, on y trouve de nombreux espaces de loisirs, dont un parc d'attractions et son fameux Mindbender. Installée depuis 6 mois, cette montagne russe est l'une des plus grandes du monde. Longue de 1286 mètres et haute de 40 mètres, l'attraction du Mindbender est à l'image du centre commercial qui l'abrite, titanesque. Attiré par le gigantisme des lieux, Rodney Sheiko et son ami David se rendent sur place. Nous sommes le 14 juin 1986. Je m'appelle Rodney Sheiko. J'avais 25 ans au moment de l'accident. On était impressionnés par les dimensions du centre commercial. On n'avait jamais vu un truc pareil. On était bouche bée et donc on se promenait à l'intérieur. Et David m'a dit qu'il voulait aller voir le Mindbender. Avec ses dimensions, le Mindbender est la star des amateurs de sensations fortes. Grâce à la première chute, aussi appelée drop, le train atteint les 95 km/h et soumet une force de 5G à ses passagers. Ce qui veut dire en fait que vous pesez 5 fois votre poids. Donc 5 fois votre poids, le train pèse 5 fois son poids, tous les passagers pèsent 5 fois leur poids. On monte vite à dizaines de tonnes sur le rail et sur le train également. Il y a beaucoup de gens qui font la queue pour monter à bord du Mindbender. Tous racontent ce qu'ils ont ressenti la première fois. Et certains ont eu très peur.
D'autres disent même avoir eu des douleurs aux épaules et au cou à cause des forces subies sur le parcours, avec tous ces virages serrés et ces pentes abruptes. C'était monstrueux, vraiment terrifiant. On s'est dit, waouh, ça va être intense. 17 heures. Captivé par le parcours colossal de l'attraction, David, l'ami de Rodney, insiste pour faire un tour. J'avais peur. Je n'ai jamais été un fan de montagnes russes, mais je ne suis pas du genre à me défiler. Et puis, je le faisais pour mon pote. On s'est donc mis à faire la queue, mais il y a eu un problème, et ils ont dû fermer l'attraction. Depuis quelques minutes, un bruit anormal semble surgir du train. La sécurité impose donc de le contrôler. Malgré leur vérification, les opérateurs ne trouvent rien de suspect. Ils ont été sous le train et ils ont regardé, rien d'anormal en apparence. Ils ont fait des tours à vide, quand même, pour tester la machine. Eh ben, l'équipe du parc décide de renvoyer le train avec des passagers parce que finalement, rien d'anormal n'a été détecté. Après 30 minutes d'inspection, le Mindbender peut donc rouvrir. Rodney et David prennent place dans le train sans savoir ce qui se trame réellement sous leurs pieds. Je me rappelle avoir dit à David quelque chose comme « ça n'a pas l'air très sûr ». Ensuite, je me suis accroché à la barre et je me suis dit « bon c'est parti ». 17h59. Le train démarre. Seulement, une grave menace pèse sur l'ensemble du convoi. Aucun des opérateurs de l'attraction ne l'a repéré, et pour cause. Seul un démontage du train aurait permis de détecter le problème. Sous la dernière voiture à gauche, là où les deux amis sont installés, un ensemble de roues appelées bogies s'apprête à lâcher. Cachées derrière la structure métallique, les vis qui maintiennent le bogie au véhicule sont desserrées. Le wagon peut dérailler d'un moment à l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que les opérateurs finalement ont entendu des bruits métalliques. La pièce mécanique a pris du jeu, donc elle tremblait comme ceci. C'est cette défaillance au niveau des vis d'assemblage qui explique pourquoi les roues sont tombées. Et c'est à cause de ça que l'accident s'est produit. Je suis plutôt du genre à avoir le vertige. Si je regarde vers le bas, il faut que je me tienne à quelque chose. Le train s'est mis à monter la rampe. Et quand on est arrivé au sommet, j'ai regardé en bas. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être une grosse chute. Et la vitesse à laquelle on est descendu était à peine croyable. On était comme projetés sur les rails. On rebondissait de tous les côtés. On se marrait bien. Et puis tout à coup, tout a dérapé. 18 heures. Lancés à près de 100 km/h, Rodney et son ami David font l'expérience du Mindbender. Une course folle, à la hauteur de sa réputation. Mais le plaisir sera de courte durée. Je me rappelle qu'on est descendu, puis remonté, puis redescendu, puis remonté à nouveau. Et puis, quand on est entré dans les loopings, je me suis tenu à la barre, la tête à l'envers. C'était une sensation totalement nouvelle pour moi. Après ça, la seule chose dont je me souvienne, c'est qu'on est arrivé au niveau d'une passerelle. On était prêt à descendre vers le dernier looping, et c'est là que notre wagon s'est mis à zigzaguer. Après avoir passé les deux premières boucles, le train est en route pour le dernier drop, en vue de l'ultime looping. Mais alors qu'il s'apprête à amorcer la descente, le wagon de Rodney et David perd le contrôle. Sous l'effet des vibrations,
les vis du bogie continuent de se desserrer. Pourtant, tout le système repose sur elle. Le bogie comporte en effet en son centre un cylindre creux. Lui-même emboîté à une barre en métal fixée au wagon. L'ensemble est uniquement maintenu par ces 4 vis. Sans elles, le wagon perd ses roues. C'est précisément ce qu'il se passe au sortir de la 3e passerelle. Le bogie se décroche du véhicule et tombe 10 mètres plus bas. Pour illustrer la violence du moment, cette vidéo de bogie prise à bord d'une montagne russe en Floride. Elle montre à quel point les véhicules de ce type d'attraction sont soumis à des forces intenses. C'est allé tellement vite. J'ai pas du tout eu le temps de réagir. J'ai cru que je pourrais me tenir à quelque chose. Mais à 100 km/h, on ne peut s'accrocher à rien. Et à ce moment-là, on entend un bruit de métal qui, là, pour le coup, est très très alarmant parce que c'est un bruit très sec, très dur, un bruit de casse. Ce cliché, pris lors de l'enquête, montre le bogie défectueux tombé dans un couloir d'escalier sous le Mindbender. Sans lui, le train n'est plus capable de suivre le rail et une réaction en chaîne incontrôlable se produit. Il va y avoir des chocs, la remorque forcément va taper un peu partout et vous allez casser d'autres pièces mécaniques. Au moment où l'ensemble de roues se détache, le dernier wagon se met à partir de tous les côtés. Il n'est plus relié au rail.